choix ne sont que des bandits. Ils volent et tuent les travailleurs pour avoir des profits. Mais unis comme dans une grande armée, nous écrasons la bourgeoisie, elle peut nous arrêter. Nous écrasons la bourgeoisie, elle peut nous arrêter. Bonjour camarades, ici Vincent du podcast Communiste Révolutionnaire. Aujourd'hui, épisode spécial, on parle de la révolution qui est présentement en cours au Kenya. Les événements évoluent très rapidement. Mardi, il y a 3 jours, les masses du Kenya ont mené une insurrection et ont pris d'assaut le Parlement, et le lendemain, le gouvernement a fait des concessions. Les manifs et les combats de rue entre la police et les masses continuent jusqu'à maintenant. C'est pas tous les jours qu'on voit des révolutions comme ça. C'est un phénomène assez rare. Et c'est vraiment important pour nous, les communistes, d'étudier ce qui s'est passé dans cette révolution-là et qui continue de se produire pour se préparer à la future révolution au Québec et au Canada. Alors, comment est-ce qu'on est arrivé à cette révolution? Il y a quelques mois, le pays était sur le point de faire défaut de paiement sur sa dette. Il était au bord de la banqueroute et il s'en est temporairement sorti in extremis. Mais reste que 30% du budget de l'État kenyan est aujourd'hui consacré au service de la dette. Une dette du pays qui s'élève à 80 milliards de dollars, environ 75% du PIB. Alors le FMI et la Banque mondiale s'en sont mêlés, ils veulent aider les Kenyans et ils proposent de payer la dette en échange de quoi le gouvernement doit imposer l'austérité et vider le portefeuille de ses citoyens. Et c'est pourquoi le gouvernement arrive avec son détesté projet de budget qui propose des hausses de taxes massives sur le pain, l'huile végétale, les motos et même les traitements du cancer. Mais le plus dégueulasse, c'est une augmentation de taxes sur les produits hygiéniques féminins qui est présentée sous le couvert d'une taxe écologique. Alors que 65% des femmes n'ont même pas les moyens d'acheter des produits hygiéniques essentiels. Et ça va faire descendre des milliers de jeunes femmes kenyanes dans la rue. Les femmes au Kenya sont exclues de la participation de la vie politique en temps normal. Et là, ce qu'on va voir, c'est qu'elles vont entrer en lutte. Mardi, le 18 juin, il y a 10 jours, des foules de personnes prenaient les rues de la capitale de Nairobi et d'autres villes pour s'objecter au projet de budget. On voyait des slogans dans des manifs qui montraient une véritable haine envers la classe dirigeante. Des slogans comme « Le président Ruto est un voleur »,« Ruto doit partir »,« Réveillez-vous, on nous vole ». Les masses y comprenaient que les dirigeants de leur pays étaient des marionnettes de l'impérialisme américain. Un autre slogan, « Le Kenya n'est pas le rat de laboratoire du FMI ». Et en référence à l'austérité qui a été imposée au Kenya par le FMI dans les années 80-90, on voyait le slogan « FMI, nous ne sommes pas nos parents, we will fuck you up ». La majorité des manifestants ont moins de 30 ans. Et c'est pour ça qu'on va l'appeler, cette révolution-là, on va l'appeler la Gen Z Revolution. On parle d'un pays où l'âge médian est inférieur à 20 ans et où 65% de la population a moins de 35 ans. Quelle va être la réaction de la classe dirigeante? Les parlementaires vont ignorer les manifestations, ils vont se moquer des masses. Le gouvernement va réprimer les manifestations, il va y avoir 300 arrestations, mais le mouvement continue de grossir. On voit par exemple des vidéos qui ont été prises dans les prisons. On voit des femmes qui ont été emprisonnées, des prisonnières politiques qui chantent ensemble dans ce vidéo-là. C'est très inspirant. Et avec tout le mouvement qui grossit, le gouvernement se met à paniquer. Il va tenter de faire des concessions, d'amender le projet de budget. Mais les masses ne sont pas dupes. Elles sentent leur pouvoir. La répression et les concessions vont seulement pousser les masses à aller encore plus loin. Le jeudi 20 juin, le pays explose. Il y a des manifs de masse dans plus d'une douzaine de villes. Pour la première fois depuis une génération, le mouvement y rassemble des gens au-delà des divisions ethniques, religieuses, tribales, des divisions que les partis politiques de la classe dirigeante ont tenté d'exploiter pendant des décennies. Et là, on voit des slogans comme « Bienvenue dans la révolution sera télévisée ». Et les masses, ils commencent à perdre leur peur envers la répression policière. Police qui est responsable d'extorsion, de kidnapping et de meurtre. On voit des slogans comme « Ne soyez pas intimidés, n'ayons pas peur »,« Lorsque nous perdons notre peur, ils perdent leur pouvoir ».
Et donc, il y a vraiment un nouveau saut qui a été franchi dans la conscience de classe. Et c'est à ce moment-là qu'on voit apparaître des cracks, des fissures dans l'appareil policier de l'État. Il y a des vidéos qui montrent les policiers qui se tiennent à l'écart des manifs, qui sont submergés par le mouvement, et même des policiers qui fraternisent avec les masses. Et tout ce que je vous raconte, c'était pendant la même journée, le jeudi. Et à la fin de la journée, il y a un jeune qui est tué par la police. Et tout ça, ça va faire seulement mettre plus d'huile sur le feu du mouvement révolutionnaire. Et il y a un appel à une grève générale qui est lancée pour le mardi 25 juin. Dans les masses, le mood est celui de faire pression sur les parlementaires pour ne pas qu'ils implantent le projet de budget. Il y a beaucoup de pancartes de manifs qui appellent les parlementaires à écouter les masses. Il y a l'idée répandue là, d'implorer les dirigeants à agir, de les bombarder de messages vocaux sur leur téléphone. Mais la conscience va changer très vite. Justement, mardi, le 25 juin, il y a 3 jours, le jour prévu pour la grève générale, les manifs commencent. Et dans les manifs, on voit presque plus de pancartes. Parce que le dialogue et les appels aux dirigeants, c'est terminé. Les masses sont arrivées à la conclusion que leurs dirigeants, ils les représentent plus. Que leurs dirigeants, en fait, sont là pour défendre la classe dirigeante. Défendre le FMI, la Banque mondiale, les institutions impérialistes. Et les masses veulent la chute du président et la libération des prisonniers politiques qui ont été faits la veille. Pendant ce temps-là, le Parlement se rencontre pour officiellement entériner le projet de budget qui va être approuvé aux 2/3 des députés. Devant le Parlement, les masses pacifiques sont rassemblées et là, la police se met à tirer sur la foule. Il y a même des ambulanciers qui se font tirer dessus par les policiers. Il va y avoir 22 morts et des centaines de blessés. Et ça va être la goutte qui fait déborder le vase. À ce moment-là, les masses pénètrent de force le Parlement. L'insurrection commence. Les parlementaires, ils s'enfuient du Parlement. Il y en a certains qui perdent connaissance. Ils commencent à préparer des plans pour s'évacuer du pays, eux et leurs familles. Et l'insurrection, elle continue. Les masses prennent d'assaut la maison du gouverneur, les bureaux du parti au pouvoir, une maison d'un parlementaire, plusieurs entreprises possédées par les parlementaires. On voit la différence de classe entre les parlementaires et la masse des gens. Et les manifestants, ils se battent avec la police dans les rues. Tout au long de la Révolution, les gens faisaient des parallèles avec la Révolution au Sri Lanka en 2022, et avec raison. Au Sri Lanka, aussi, les parlementaires ont planifié s'enfuir du pays après l'insurrection. On se rappelle quand les Sri Lankais insurgés se sont baignés dans la piscine luxueuse du président. Quelques jours avant l'insurrection au Kenya, il y a justement des gens qui se demandaient, en niaisant, si, en fait, au palais présidentiel, il n'y aurait pas une piscine privée dans laquelle les masses pourraient se baigner. Et là, on voit des Kenyans s'asseoir sur la chaise du président du Parlement, manger à la cafétéria des parlementaires, puis le plus hot, des gens qui marchent dans les rues avec la masse parlementaire. Ça, c'est un genre d'objet rituel qui est placé au Parlement. Et ça a l'air anodin, tout ça, mais c'est des symboles très forts. Ça représente en fait les masses qui arrachent à la classe dirigeante les symboles de la respectabilité de son État. Des symboles comme la masse parlementaire ou la chaise présidentielle, ça représente des objets sacrés qui ne doivent pas être touchés par le commun des mortels, mais qui est la propriété des grands hommes qui sont destinés à nous gouverner. Ces objets-là, ils participent à enrober l'État d'une aura mystique. Mais cette aura mystique, elle vient d'être détruite du moment où les masses se sont emparées de ces objets-là. Et ça représente donc le renversement symbolique du pouvoir sacré de la classe dirigeante. Mais c'est symbolique, parce qu'en réalité, malgré l'insurrection au Parlement, le gouvernement n'a pas été renversé. Le lendemain, les parlementaires vont reprendre leurs affaires au Parlement. Mais par contre, la situation, c'est plus la même. Et le président, il doit sauver les meubles du régime. Le lendemain de l'insurrection, le président annonce qu'il ne va pas signer le projet de budget. Et les parlementaires acceptent de retourner à la planche à dessin. Le président, qui la veille disait que les manifestants c'était des criminels, maintenant il dit qu'il a écouté le peuple kenyan et qu'il ne veut plus avoir rien à voir avec le projet de loi. Et le revirement de situation abrupte montre en fait la puissance des masses qui a fait plier la classe dirigeante. La classe dirigeante
elle a compris qu'elle ne peut pas seulement écraser le mouvement par la force. Les masses ont conquis leur peur de la répression et il y a des risques très grands que ça augmente les fissures dans l'appareil d'État si on augmente trop la répression. Et donc, la classe dirigeante doit faire des concessions dans l'espoir que ça puisse arrêter le mouvement. Évidemment, le président n'a pas fait une croix sur la répression. Il va l'utiliser. Il l'utilise présentement contre les manifestants, dans les manifestations qui continuent encore à l'heure actuelle. Et le président, ce qu'il veut, en fait, c'est attendre que le mouvement s'essouffle pour ensuite utiliser une répression encore plus intense. Par contre, arrêter le mouvement par une concession, ça ne sera pas aussi simple que ça. Parce que les masses ont appris beaucoup de choses sur la nature du régime. Déjà, en réponse, beaucoup de gens vont traiter Ruto de menteur. Et ils ont raison, en fait, parce que le président, il n'a pas le pouvoir de simplement annuler le projet de budget qui a été approuvé par les parlementaires. Et ça va prendre plusieurs semaines avant que le Parlement puisse annuler ce projet de loi-là. Mais la population, elle, n'est pas aussi patiente. Et hier, jeudi, le chef du Parlement a annoncé que pour compenser les taxes qui ne pourront pas être prélevées si on annule le budget, il dit qu'il va falloir imposer l'austérité et couper dans les dépenses publiques. Donc les masses ont eu raison de ne pas être dupes et de continuer la révolution. Et donc, la révolution, elle continue. Les manifs de masse continuent depuis 3 jours. On assiste à des combats de rue entre les manifestants et les policiers qui, d'ailleurs, tirent avec des vraies balles. C'est possible que la taille des manifs ait un peu réduit depuis mardi, mais il y a un saut qualitatif qui est franchi parce que les manifs sont de plus en plus radicales, là, définitivement. Parce qu'on avait au début des manifs anti-taxes, surtout, et maintenant on assiste à des manifs anti-élites, de cette idée que les élites sont en fait corrompues, sont déconnectées de la réalité. La population a atteint son ras-le-bol et elle n'a plus confiance dans les belles paroles du gouvernement. Pour revenir sur les derniers événements, on peut reprendre la comparaison avec la révolution au Sri Lanka d'il y a 2 ans. Les 2 révolutions ont été créées par des conditions similaires, notamment une grave crise de la dette. Les 2 étaient des révolutions très spontanées. On avait un peu les mêmes forces. Il y avait une même haine de tous les partis de la classe dirigeante. On avait un énorme pouvoir des masses et aussi une évolution rapide de la conscience de classe. Mais on voit aussi, en fait, les mêmes faiblesses. Et surtout, l'absence de leadership et d'organisation. Au Sri Lanka, en l'absence d'un leadership révolutionnaire, le rôle de leadership a été repris par des avocats. Ceux qui défendaient les insurgés accusés, qui ont proposé de remplacer le président par une autre marionnette de la même clique dirigeante. Et depuis 2022, au Sri Lanka, c'est devenu vraiment un enfer pour les masses. Au Kenya, c'est pas assez que le président abandonne le projet de budget ou même qu'il démissionne. Le pays est trop endetté et n'importe quel gouvernement bourgeois va devoir imposer l'austérité. Et pourtant, la richesse, elle existe au Kenya. Les 0,1% de capitalistes qui possèdent en fait autant que le 99,99% de la population le plus pauvre. Clairement, là, la solution, c'est de renverser ces capitalistes-là et tout leur système. Et la révolution kenyane, elle est seulement à ses débuts. Et c'est encore le temps de bâtir le leadership révolutionnaire et d'organiser la révolution. Mais pour ça, il faut se dépêcher. La jeunesse doit organiser des comités dans chaque communauté, chaque école, chaque milieu de travail pour organiser la révolution. Et ces comités permettraient d'amener des nouvelles couches de la population à se joindre au mouvement. Ça permettrait de fraterniser avec les corps spéciaux d'hommes armés pour augmenter les fissures dans l'appareil d'État. Et ça permettrait aussi, ces comités, d'organiser l'autodéfense contre la police. Et avec ces comités-là, il va falloir les lier ensemble, au niveau régional, puis national, pour organiser un pouvoir d'État alternatif, qui va pouvoir renverser le gouvernement. Mais pas pour le remplacer par un nouveau Parlement, pas pour le remplacer par un nouveau cabinet ministériel, non, mais par les organes de pouvoir de la classe ouvrière, des pauvres et de la jeunesse. Un gouvernement ouvrier pourrait alors briser l'appareil d'État bourgeois. Il va pouvoir supprimer la dette, exproprier les richesses des grands capitalistes kenyans pour répondre aux besoins de la population et commencer la transformation socialiste de la société. Une république ouvrière du Kenya
pourrait devenir l'étincelle pour une révolution dans toute l'Afrique, puis à l'échelle globale. Si les masses se mobilisent et s'organisent, elles ont en fait clairement le pouvoir d'accomplir tout ça. Comme je le disais tantôt, il y avait des conditions similaires qui ont mené à la révolution au Sri Lanka en 2022 et au Kenya maintenant, notamment la crise de la dette. Mais justement, il y a une crise de la dette dans pas mal tous les pays. Il y a des conditions similaires pour des révolutions qui existent partout dans le monde, et ici aussi, au Québec et au Canada. Et on verra de plus en plus de révolutions similaires éclater un peu partout. Et il faut que nous, les communistes, on se prépare aussi pour des événements révolutionnaires ici. Et se préparer, ça implique de grossir les forces du Parti communiste révolutionnaire et qu'on étudie les leçons des autres révolutions. Alors, on se revoit bientôt pour un prochain épisode du podcast communiste révolutionnaire. À bientôt, camarades. Chaque ville, dans toutes les industries, de Montréal à Toronto.